Coucou les amis, aujourd'hui j'ai trouvé un livre de 1884 qui s'intitule La future ménagère. Lecture et leçons sur l'économie domestique, la science du ménage, l'hygiène, les qualités et les connaissances nécessaires à une maîtresse de maison. Et je vais vous lire le passage qui parle de la mission de la femme. Donc nous sommes en 1884. La femme est faite pour la vie de famille, pour le foyer domestique dont elle est l'âme et l'ornement. L'administration intérieure de la maison, le gouvernement du ménage lui sont dévolus et c'est là sa gloire comme sa destinée. La femme a naturellement le goût de cette vie doucement occupée et de ces détails obscurs mais fructueux. Il se trouve, cependant, quelques personnes de notre sexe qui méconnaissent leur mission. Elles croient n'être créées que pour le plaisir, passent leur vie dans la parure, dans les bals, les soirées et les distractions, cherchant le bonheur partout, hormis à la place où il se trouve réellement, dans l'accomplissement du devoir, dans l'intérieur de la famille. D'autres se plaignent de l'humble sort que la société fait à la femme et rêvent pour elle les droits égaux à ceux des hommes. Ces personnes agissent par défaut de réflexion, par caprice ou par une grossière ignorance. Que deviendrait, je le demande, non seulement le bonheur public, mais aussi l'intérieur des ménages si les femmes prenaient part au vote de nos assemblées, si elles occupaient les charges publiques ou siégeaient au tribunal. À la femme sont confiés le bien-être de la famille, la sécurité du mari, l'éducation des enfants, le bonheur de tous. Sa tâche n'est-elle pas grande, sublime, suffisante pour son cœur et ses forces ? Comparons d'ailleurs la situation de l'homme avec celle de la femme, et nous verrons que nous n'avons rien à envier à nos maîtres. Chargé de pourvoir à l'existence de sa famille, pour le présent et pour l'avenir, l'homme est forcé de se livrer à tous les soucis, à tous les tourments de l'ambition. Que de peines il lui faut endurer, que d'humiliantes démarches il lui faut souvent faire avant de parvenir à un emploi, à un grade qui procure plus d'aisance, plus de bien-être aux siens. Et lorsqu'il est parvenu à ses fins, il se voit jeté par son devoir dans un tourbillon d'affaires. Il est entraîné par des occupations du dehors qui absorbent tous ses moments. Il ne goûte, pour ainsi dire, qu'en passant les jouissances de la famille. La femme, au contraire, n'ayant de fonction à remplir que dans l'intérieur de sa maison, ne peut être atteinte qu'indirectement par des vues ambitieuses. Ses occupations étant plus douces, plus uniformes, elle est plus portée à conserver la sérénité de son âme et peut ainsi consoler son mari et adoucir pour lui les amertumes de la vie. Elle coule tranquillement ses jours au milieu de sa famille et les signale par 1000 actes de vertu. Il est vrai qu'ils seront exercés dans l'ombre et le silence. La renommée n'en parlera pas, la postérité n'en gardera aucun souvenir. Mais la vertu a-t-elle besoin du grand jour ? N'est-ce pas la modestie qui lui donne le plus grand relief ? Et ne ressemble-t-elle pas à ces fleurs dont l'éclat se conserve mieux dans une favorable obscurité que lorsqu'elles sont exposées aux rayons brûlants du soleil ? Dans les 3 conditions de sa vie, la femme peut, comme fille, comme épouse ou comme mère, exercer sur l'homme et par l'homme sur l'ordre social une influence qui, pour être souvent invisible, n'en est pas moins grande, incalculable. Le progrès moral des populations, non moins que la prospérité des familles, tient essentiellement à l'éducation des femmes. Il est connu que les mœurs publiques ne peuvent bien se former que par les mœurs de la famille.
lesquelles ne peuvent être créées que sous les auspices et par l'intervention de la femme, parce que, destinée à une vie d'intérieur, elle porte par instinct et par devoir son attention et sa vigilance jusque dans les plus petits détails, dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel. Le meilleur, le plus instruit des pères ne peut absolument rien faire pour l'éducation de ses enfants si son épouse ne travaille pas de concert avec lui. C'est la mère qui initie ses enfants à la connaissance et à l'amour de Dieu, qui les familiarise avec les habitudes morales, avec l'esprit d'ordre et de travail, avec les manières polies et modestes dont elle leur donne l'exemple. C'est elle aussi qui, par sa sagacité maternelle, sait profiter de toutes les circonstances pour leur donner des leçons pratiques de sagesse et de prévoyance, entretenir parmi eux la concorde et l'émulation dans l'amour du bien et du travail. C'est d'elle qu'ils reçoivent les premières idées du bien ou du mal, et ces idées, ces principes, cette éducation que le citoyen reçoit de la femme dont il est né, ne s'effaceront jamais. Parvenu à l'âge mûr, l'homme subit encore l'influence de la femme. Quel enchantement s'empare de l'homme, même le plus raisonnable, lorsqu'il s'unit à une femme par les liens sacrés du mariage. Il devient tout ce que le bon ou le mauvais esprit de celle-ci veut en faire. Son humeur, les nuances de son caractère, le plus ou moins d'ordre dans ses affaires, ses relations, ses liaisons, tout cela dépend presque entièrement du caractère et de l'esprit de sa femme, et de même dans l'intérieur de la maison. C'est encore la femme qui, par sa conduite et ses procédés, peut lui rendre le séjour de chez lui délicieux ou insupportable, qui peut diminuer ou augmenter son revenu, puisque c'est elle qui est chargée des soins matériels, de tous les détails qui constituent l'entretien du ménage, et selon qu'elle est économe ou dépensière, laborieuse ou indolente, aimable et bonne ou d'un caractère acariâtre, la femme enrichit ou ruine sa maison, rend sa famille heureuse ou malheureuse. Or, le bonheur de l'État étant intimement lié au bonheur des familles, ce sont donc les femmes qui sont la première cause du bonheur ou du malheur des États. Oui, notre mission est noble, notre mission est grande, et la femme manquerait à un grand devoir si elle négligeait de s'instruire de tout ce qui peut l'aider dans sa belle tâche.